Axel, bonjour. Bonjour. Alors, beaucoup de monde connaissent Deezer. Par contre, Axel Daucher, je pense un peu moins. Parce que tu as pris tes fonctions de la direction. Je ne sais pas si on m'entend. On m'entend ? Oui ? Pas très fort. Hein ? Oui. La direction générale de Deezer, tu as pris ça en janvier 2000 ? Il y a un an. Il y a un an, d'accord. Alors, j'aimerais que tu nous rappelles un peu ton parcours avant d'arriver chez Deezer. Alors en fait, je ne viens pas du tout de la musique. On peut mettre un peu plus de son, là, s'il vous plaît ? Oui, c'est bon. Je vais parler. Donc, je ne viens pas de la musique. En fait, j'ai commencé à faire du marketing chez Procter, un peu de conseils. Allô ? Allô ? Ah. 1, 2. Une application iPad, vous savez, pour ceux qui organisent les événements, pour en fait gérer tout le son. Ah, mais à ce moment-là, ça va changer le travail des gens qui sont là-haut. Oui, mais je pense que c'est vital. Bon, allez, vas-y, on y va. Donc, je suis ingénieur. Ensuite, j'ai fait du marketing donc chez Procter. Ensuite, j'ai fait un petit peu de conseil. Et je suis rapidement rentré dans les jeux vidéo dans une boîte qui s'appelait Cocktail Sierra, et qui est devenue Vivendi Universal Game, qui avait en particulier World of Warcraft. Je m'occupais du marketing consommateur. Ensuite, au moment de la bulle, je me suis retrouvé à diriger une web agency qui s'appelait BDDP Interactive, que j'ai présidée pendant 3 ans. Et après une petite année sabbatique, j'ai travaillé pendant près de 8 ans dans la production audiovisuelle, même production audiovisuelle d'animation. Où d'ailleurs les enjeux interactifs étaient extrêmement importants, comme Gong l'a très bien expliqué tout à l'heure. Et j'ai repris la direction de Deezer en janvier dernier. Alors ta mission ? En fait, donc, tout le monde connaît Deezer. Deezer est une boîte qui avait 3 ans d'ancienneté, qui était avant tout un incroyable succès d'audience web. S'il y avait une chose... Quand on est à l'extérieur, c'est très compliqué d'évaluer la réalité d'une entreprise, la réalité de son marché. En revanche, c'est extrêmement facile de mesurer la force d'une marque et de mesurer la qualité de l'usage qui en est fait. Donc c'est vraiment ça qui m'a embarqué dans l'aventure. Un succès d'audience qui était suffisamment monumental pour refléter un véritable mouvement de société ou de consommation de la musique. La musique, en quelques mots, c'est une industrie qui a été ravagée, puisqu'elle a perdu 60% en 8 ans, ravagée par globalement le passage d'un support physique à un fichier qui a paupérisé la musique, puisqu'on est passé dans une logique de volume au lieu d'une logique d'écoute, ce qui était très important, et d'autre part, qui a été ravagée parce qu'elle a permis le piratage de masse, et du coup, effectivement, les ventes se sont effondrées. Il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je dis. Je suis juste à décrire cette décroissance absolument incroyable. Et je pense que Deezer gratuit, le produit qui a été lancé, avant même de savoir si c'était légal, pas légal, cher, pas cher, c'était juste une solution qui, sur certains aspects, était mieux que le piratage. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau, parce qu'on peut pas dire que, indépendamment du problème du prix, de la légalité, jusque-là, le problème du piratage, c'est aussi qu'il n'y avait pas tellement de solutions mieux, quand bien même elles seraient gratuites. Donc c'était un vrai tournant avec l'arrivée de cette solution streaming illimité en accès permanent. Donc c'est vraiment ça qui m'a attiré. Néanmoins, on était à un tournant de business model. Il y avait deux enjeux. Il y avait un enjeu sur le chiffre d'affaires qui était comment partir de cet usage pour le monétiser, et là il y a 2 niveaux, hein, il y a la pub et puis après il y a le premium dont je parlerai. Et puis il y avait un enjeu qui est moins important pour vous aujourd'hui, qui est l'enjeu aval, c'est-à-dire comment sur un certain niveau de chiffre d'affaires j'arrive à gagner ma vie, qui était quand même le sujet principal de Deezer pendant très longtemps. Alors aujourd'hui, si on faisait un état des lieux de Deezer, on en est où un petit peu par rapport à son déploiement en France, à l'étranger et sur le mobile, les plateformes, enfin, si tu peux nous faire un état des lieux de ce que fait Deezer aujourd'hui et sur le web, bien sûr. Alors, donc il y a vraiment 2 modèles. On verra que c'est plus que 2 versions, c'est vraiment 2 modèles. Il y a le modèle gratuit qui est un modèle média, où en France, on a eu à peu près 20 millions d'utilisateurs.
une pénétration de 20 millions d'utilisateurs et à peu près 6 à 7 par mois, avec un usage d'à peu près 1 heure par mois du web. Donc on est sur un usage qui est très d'aller piocher, d'aller découvrir, de faire ses playlists, mais pas un usage prépondérant. Ça a été ça la découverte, en tout cas quand je suis arrivé. Là-dessus, a priori, on va sans doute améliorer l'audience, mais on ne va pas passer de 7 millions à 14 millions. Je dirais qu'on est devenu l'équivalent en audience cumulée d'une radio FM de Virgin, par exemple. C'est à peu près ça la taille d'audience qu'on a. Et sur ce business média, il y a un revenu publicitaire qui est maintenant complètement établi, mais il y a surtout un écosystème pour faire émerger des artistes. Aujourd'hui, une des caractéristiques de la musique, c'est que le relief de la musique n'est plus visible. Vous prenez quelqu'un dans la rue, vous lui demandez quels sont les 10 artistes de l'année, il n'est plus capable de citer des noms. Je ne parle pas des fans de musique, je parle du tout venant. Alors qu'il y a 20 ans, on pouvait citer des noms parce qu'il y avait des émissions de variété, parce qu'il y avait des têtes de gondole à la FNAC, et donc il y avait des radios qui étaient plus puissantes. Donc, globalement, il y avait des systèmes d'émergence plus importants. Aujourd'hui, sur Deezer, il y a un enjeu très spécifique sur le gratuit qui est de recréer cette lisibilité sur la musique. Et puis, il y a maintenant 1 an, on a lancé une solution payante qui a plusieurs vertus par rapport au gratuit. Bien sûr, de ne pas avoir de pub, d'être de meilleure qualité et surtout d'être ubiquitaire, c'est-à-dire accessible sur le maximum de devices, et que sur des devices mobiles, d'avoir la faculté de télécharger en local, dans le cadre de votre abonnement, les fichiers et les musiques qui vous intéressent le plus. Donc là, on a, très sincèrement, quand je suis arrivé chez Deezer, je ne savais pas si cette fonction-là était une sorte de Deezer VIP pour les super fans de Deezer ou une vraie solution radicale d'écoute de musique. Et les chiffres sont assez fulgurants, puisque là, l'abonné utilise le service 30 heures par mois. Ça devient sa solution prépondérante d'écoute de musique. C'est-à-dire, par exemple, autant sur le gratuit, on continue à télécharger beaucoup de la musique légale ou illégale, autant quand on est abonné, on ne télécharge plus. Donc il y a vraiment une segmentation qui se met en place. On a un taux de satisfaction qui est de 86%, donc au-delà de tout ce qu'on peut. Est-ce que le fait que c'est grimpé en flèche comme ça, c'est dû à l'accord avec l'opérateur Orange ou pas? Non, ça c'était les chiffres que je cite sur la satisfaction du produit, ils étaient préalables, ils étaient vraiment donc, sur les abonnés que je voyais. En revanche, j'étais confronté à un sujet qui est, quelle que soit la satisfaction de mes abonnés, il me faut 10 minutes pour expliquer à quelqu'un ce que c'est que Deezer Premium. Donc il y a un moment donné où ça, c'est un vrai problème marketing, parce que si on veut communiquer là-dessus, ce n'est pas une marketing d'évolution, c'est vraiment un marketing de révolution. Il faut beaucoup de moyens qui ne sont absolument pas à notre portée, et c'est pour ça qu'à un moment donné, il était absolument vital de s'associer à un distributeur massif. Donc on a bien trouvé Orange dans ce cadre-là, puisque... Donc l'opérateur devient un distributeur. Oui. Donc le deal qu'on a inventé avec Orange, c'est de bundler les abonnements de téléphonie et les abonnements d'ADSL avec des abonnements Deezer. Donc suivant à peu près sur une grosse partie de la gamme d'Orange, quand vous vous abonnez à Orange, vous avez en même temps l'abonnement Deezer. Alors, dans certains cas, vous l'avez en même temps dans le prix de votre forfait. Dans ce cas-là, Orange le subventionne complètement. Parfois, on a des chiffres ou pas là-dessus aujourd'hui? On peut parler de chiffres? Oui, je vais vous donner des chiffres. Mais ce qui est important, c'est de bien comprendre que c'est l'opérateur qui invente la bonne manière de le bundler. C'est lui qui a la main là-dessus. C'est lui qui a la main là-dessus, et ça, c'est très important. Orange, en France, c'est 23 milliards. Le sujet d'Orange, ce n'est pas de distribuer la musique, c'est de vendre des abonnements. Donc, il a constamment fait évoluer sa stratégie produit de façon à maximiser la valeur perçue par l'utilisateur. Les chiffres qui en ressortent sont bien au-delà des espoirs, puisqu'on comptait sur 200 000 abonnés à fin décembre. Le partenariat a été lancé début septembre. Fin décembre, on était à plus de 500 000. Et aujourd'hui, on est à plus de 800 000. Et on va être au million avant l'été. Donc le million d'abonnements payants. Million d'abonnements payants. Il n'y a qu'une formule? Non, les abonnements avec Orange ne sont que sur la formule qu'on appelle Premium Plus, qui contient le mobile. Donc, qui est à combien? Le prix public, c'est 10 € par mois. D'accord. Et ça, c'est prélevé sur la facture de la personne?
Et ça, c'est inclus, comme je le disais, dans différents abonnements d'Orange et directement prélevé sur la facture de la personne. Alors, ça apparaît sur la facture d'Orange ou c'est inclus dans le forfait? Ah, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. D'accord. Orange va utiliser et va d'ailleurs pondérer sur toute sa gamme certaines offres où il va l'inclure complètement, Okay. certaines offres où il va le mettre en option engageante à un prix moins cher, par exemple 5 € par mois, et certains cas où il est accessible en stand-alone à 10 € par mois sans engagement. Okay. Et cette politique-là, il va la faire évoluer mois par mois, enfin période commerciale par période commerciale. Est-ce que vous avez envie d'aller chez d'autres opérateurs dans le monde? Alors, le sujet fondamental, c'est que oui, pour éduquer un marché, il faut à un moment donné un distributeur massif. Parce qu'Orange, je ne sais pas si vous l'avez vu, a joué la marque de façon extrêmement puissante. Et ça ne veut pas dire que les gens ont plus compris ce que c'était que Deezer Premium Plus, mais ça veut dire que les gens ont vu Deezer et Orange, et pour plein de gens, ils se sont dit « Ok, il y a quelque chose pour moi ». Et ce passage-là est extrêmement important. Moi, je m'évertue sur mes utilisateurs gratuits à leur dire « Regarde, tu peux le mettre sur ton mobile, etc. » Mais en fait, ils ne m'écoutent plus. Ils ont l'impression que ce n'est pas pour eux. Orange a remis en place l'idée que c'était une solution grand public. Deuxième chose qui est cruciale, c'est la notion de taille critique. Quand vous êtes dans un marketing de révolution, il faut qu'il y ait, dans vos 20 potes, il y en ait un ou deux ou trois qui aient la solution. Et dans ce cas-là, vous allez la voir, et dans ce cas, vous allez dire, tiens, vous allez peut-être faire l'effort intellectuel de comprendre ce qu'il y a dedans. Si vous êtes juste en push one-to-one, ça ne marche pas. Donc cette dimension-là, c'est celle-là qu'on met en place à l'international, puisque notre souhait dans l'international, c'est de lancer une version globale. Quand je dis globale, c'est multi-continent, en enlevant les États-Unis et le Japon, qui sont deux cas un peu particuliers. Pourquoi Parce que mon intelligence de déploiement va être principalement déterminée par la nature des relations que j'ai avec les ayants droit, et que les ayants droit ne s'occupent pas tellement de savoir ce qui se passe au Botswana, ils s'occupent beaucoup de savoir ce qui se passe aux États-Unis. Donc ma stratégie, c'est de les laisser aux États-Unis et de regarder sur le reste du monde. Il y a un truc assez marrant dans la musique. 85% du marché de la musique, il est fait sur 7 pays. Et ces 7 pays ne contiennent même pas l'Italie et l'Espagne. C'est-à-dire que c'est un marché qui est extrêmement concentré, qui est lié à des habitudes, qui est lié aussi à des attitudes industrielles de la part des majors, et qui est lié aussi à la surpiratisation des pays qui ne sont pas dans les 7. Néanmoins, quand on arrive si la solution croît à une solution streaming premium, 200 pays peuvent être contributeurs. Donc moi, mon sujet, c'est d'aller les chercher. Très bien. Donc ça, c'est une logique de lancement global. Et puis ensuite, de travailler pays par pays sur des deals avec des opérateurs en essayant de reproduire la magie de ce qui s'est passé avec Orange. Axel, hier, quand on a discuté, tu m'as parlé, au sein de vos équipes, dans la partie innovation, vous travaillez énormément parce que tu me disais que c'était un pilier important de ce que Deezer sera demain. Oui, il y a une maturité qu'on a eue depuis peu de temps d'ailleurs, qui consiste à dire, aujourd'hui il se trouve que Deezer en France, historiquement, a pris une position un peu dominante, et donc on avance à notre rythme. Quand on commence à se projeter à l'international, ou même en France demain, il y aura plein de concurrents. Tous ces concurrents auront tous les mêmes 10 millions de titres en catalogue. Tous ces concurrents auront des applications qui iront plus ou moins bien, mais qui globalement vous permettront de trouver la musique que vous voulez, de l'écouter correctement, de l'arranger, de l'avoir sur tous vos devices. Donc cette brique-là va devenir une sorte de mission régalienne d'un système de streaming. Et il faut absolument être au niveau, mais ce n'est pas là que se construira la différenciation. Alors, chez Deezer, on a une conviction qui est, pour construire la différenciation, elle se fait sur un point très particulier qui est l'extension de la zone musicale de quelqu'un. Aujourd'hui, on voit arriver les gens sur Deezer, gratuit, ils découvrent leur musique, ils retrouvent leur musique, il y a une sorte de capital émotionnel absolument colossal, de reconstruire sa bibliothèque, de pouvoir l'écouter de partout, qui est vraiment important. Et après 2 mois, je ne parle pas des fans, hein, je parle de la plus grande partie des gens, au bout d'un mois ou de 2 mois, la vraie question c'est, bon bah maintenant c'est bien, mais qu'est-ce que je pourrais écouter?
Et pour moi, c'est cette question-là qui est la plus fondamentale stratégiquement pour durablement créer une différenciation vis-à-vis des autres. Donc tout notre R&D est concentré là-dessus aujourd'hui, avec des systèmes autour pas seulement de la découverte, mais de la découverte et de l'appropriation de nouveaux artistes ou de nouveaux albums. Et on a 3 axes. On a un axe sur lequel on travaille qui est très vieux jeu, mais qui est capital, qui est l'axe éditorial. C'est-à-dire effectivement redonner une lecture des différentes nouveautés, genre par genre, avec des navigations où les gens n'ont pas besoin d'être experts pour découvrir des titres. Deuxièmement, un axe social. Le social, pour nous, est crucial dans la mesure où il sert cette vertu-là. On a, dans la nouvelle version bêta qui va sortir dans peu de temps web, une fonction, par exemple, qui vous permettra non seulement de voir en live ce que sont en train d'écouter vos amis Facebook, mais en particulier de vous mettre en slave de ce qu'ils sont en train d'écouter. Et l'ensemble des slaves d'un même Deezer-Note pourront chatter entre eux sur la qualité de ce qui aura été écouté. Dans tous les groupes de copains, dans toutes les entreprises, il y en a toujours 2 ou 3 qui connaissent la musique et qui, du coup, c'est un fabuleux levier de découverte et de transmission. Le troisième volet, il est quantitatif. Bien évidemment, il faut qu'on développe des algorithmes. Si tu as aimé ça, tu aimeras ça. C'est pour le niveau 0 de la recommandation quantitative. Mais qui font que si on arrive si on voulait le quantifier, si on arrive à ce qu'un utilisateur moyen, toutes les 2 semaines, ait l'occasion de découvrir et d'aimer un nouvel album, on a construit du rock. Bon, Axel, il nous reste 3 minutes. On va aborder le sujet qu'on a abordé hier ensemble. La locomotive Apple, c'est une formidable locomotive. Elle a des trains. Aujourd'hui, quand j'ai eu ta conversation, j'ai réfléchi après, j'ai dit, mais la SNCF, aujourd'hui, elle propose un service extraordinaire, qu'est le TGV. On a envie de rentrer dedans. Ça a un prix, ça a un coût. Moi, je fais souvent Paris-Nantes, 2 heures, super service, première, seconde, voilà, il y a des services différents. Je paye, j'ai envie d'un service. Aujourd'hui, dans beaucoup de domaines, la presse, la musique, Apple est considéré, je l'ai rappelé avec Simon, on a eu un jeune entrepreneur tout à l'heure qui en a parlé, position dominante d'Apple dans bien des domaines. Alors, dis-nous ce que tu en penses. Il y a un point qui va éclairer ce que je vais dire, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui utilisent mon service 30 heures par mois l'utilisent 60% sur le web et 40% sur le mobile. Ça peut changer ou pas, ça ? Ça évolue vers le 50, mais ça va se stabiliser. Là, on n'a pas le temps, mais il y a une vraie complémentarité web-mobile en fonction des usages, mais aussi en fonction des moments qui est très claire. Donc les 2 sont absolument nécessaires. La question fondamentale, le contexte, c'est effectivement le fait que Apple souhaite forcer l'utilisation de son application, son système d'in-app purchase, avec une perception de 30%. La question qui est derrière, il y en a 2, c'est d'où vient le client. Effectivement, tout ce qui se passe dans le TGV, il est lié à un client qui arrive parce qu'il prend le TGV avant tout. En l'occurrence, quand on prend 10 heures en France avec 20 millions d'utilisateurs web, d'où vient le client est une question qui est quand même plus compliquée à résoudre. La deuxième question, c'est moi, je n'ai pas de souci à envisager si, par exemple, les applications iPhone étaient accessibles pas simplement sur l'App Store, mais sur plusieurs stores, de dire que l'App Store, c'est le top du top, c'est là où les clients sont amenés par Apple, et dans ce cas-là, il y a des règles du jeu Apple, c'est de la distribution sélective, et puis ça coûte plus cher, et puis on décide d'y aller ou pas y aller. La situation n'est pas la même. La situation est, Apple a mis en place un écosystème. Toutes les applications pouvaient y aller gratuitement et avaient le choix ou pas d'utiliser le système iTunes. Et puis là, d'un seul coup, il y a un changement de règles qui fait qu'on dit « Ah, mais attention, maintenant, 30% doit être perçu par Apple ». C'est là où le système, c'est les changements de règles qui sont assez perverses et qui sont d'autant plus perverses dans la musique pour 2 raisons. D'abord parce que iTunes est en position dominante sur la musique. Donc, du coup, il y a quand même un mélange des genres. C'est quand même un système où pour votre abonnement Deezer, vous le paierez sur iTunes. Il y a un truc un peu bizarre. Puis la deuxième chose, c'est que dans mon métier particulier, les taux de marge brute sur lesquels je travaille sont extrêmement faibles et donc rendent absolument impossible l'utilisation à ce niveau-là.
faut voir que, vous savez tous que ça, Android est à 10% et un système de billing traditionnel, c'est à 5%. Donc voilà, tout ça me fait dire que... C'est moi ou c'est... Donc tout ça me fait dire qu'il y a assez peu de chances pour que ça se transforme que cette position d'Apple perdure. En revanche, très sincèrement, je suis très inquiet du bordel que ça va foutre dans la musique dans les années qui viennent, bien évidemment pas seulement en France, et dans la presse et dans les jeux vidéo et dans le livre, parce que ce sont des évolutions qui sont extrêmement fragiles et que ne serait-ce que de jouer et de voir ce qui passe pas, est absolument pas neutre. Merci Axel.